Bienvenue dans cette nouvelle analyse à SOW Market Pulse. Le grand thème de ce mois, on dirait que c'est une sorte de grande divergence. La boussole qui guidait les investisseurs en 2025, elle a l'air complètement cassée. C'est exactement ça. La smart money, l'argent intelligent, ne parle plus du tout d'une seule voix. Et la volatilité qu'on a vue en octobre et novembre, c'était pas juste un petit soubresaut alors? Non, non pas du tout. C'est le bruit de fond d'un vrai changement de régime sur les marchés. Et notre but ici, c'est pas de refaire le journal télévisé. C'est de comprendre pourquoi et comment ces événements impactent un portefeuille. On passe du bruit au signal, et le signal le plus fort ce mois-ci, il vient de l'article de couverture. Une enquête exclusive de notre mentor, @AnyTraderFX, qui dévoile l'histoire cachée derrière le crash des cryptos d'octobre. Une histoire que Wall Street a, on dirait, bien voulu garder pour elle, l'exclusion de MicroStrategy. On va voir comment l'asymétrie de l'information a joué un rôle clé. Et pour nous aider à naviguer dans ce nouveau monde, il y a du nouveau, je crois. Oui, on lance un outil très puissant dans l'espace membre, un tableau de bord pour suivre les flux de fonds institutionnels. Pour la première fois, on va pouvoir suivre les mouvements de cette fameuse smart money de très très près. Excellent. Allez, commençons par une photo rapide des marchés en novembre. Sur le Forex, la plus forte hausse, c'est la livre sterling contre le yen japonais, le GBP-JPY, à plus 2,04%. Le yen continue de faiblir, j'imagine. Toujours. La divergence des politiques monétaires est juste massive. La Banque du Japon ne bouge pas, les autres aussi. À l'inverse, la plus forte baisse, c'est le dollar face au rouble russe, moins 4,95%. Ah oui, quand même. Et ça, c'est dû à quoi? Les taux d'intérêt russes sont extrêmement élevés et ça, ça attire les capitaux. Logique. Côté crypto, c'est le grand écart habituel. Recall qui explose de plus 68%, et de l'autre côté, Tommy qui s'effondre de moins 37%. Oui, et la chute de Tommy a vraiment été accélérée par la panique générale sur le marché. Quand tout le monde vend, même les bons projets sont aspirés. Et sur les actions, on a Rolls-Royce au Royaume-Uni qui fait plus 5,42%, mais Volkswagen en Allemagne qui dévisse de presque 7%. On voit bien cette divergence partout. Absolument. Alors creusons un peu le sentiment de marché. Sur le Forex, on sent un optimisme prudent, avec un dollar qui faiblit. Pourquoi? Il y a deux raisons. D'abord, la Fed américaine a commencé à baisser ses taux, alors que la Banque centrale européenne, elle, reste ferme. Ça rend l'euro plus attractif, mécaniquement. D'accord. Et la deuxième raison? C'est la fin du shutdown américain. On a navigué à l'aveugle pendant des semaines, sans données fiables. Et maintenant que le brouillard se lève, Le paysage n'est pas très réjouissant. On voit que certains indicateurs, comme la confiance des consommateurs, sont vraiment mauvais, proches des plus bas de la pandémie. ouch. Et dans les cryptos, ce n'est plus du brouillard, c'est carrément la tempête. Peur extrême, capitulation. C'est le premier vrai crash test du cycle. Plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation effacée. Le Bitcoin qui passe de 109 000 à 80 000. C'est violent. Extrêmement violent. Et qu'est-ce qui se passe sous le capot? C'est ça qui est fascinant. On a eu des sorties nettes records sur les ETF Bitcoin. 3,48 milliards de dollars en moins. Ça, c'est le signal que les gros investisseurs institutionnels retirent leurs billes. Au moins temporairement. Et il y a autre chose aussi, non? L'histoire des stablecoins. Oui, et c'est très important. Pour la première fois depuis 2023, la quantité de stablecoins en circulation a diminué. Attends, explique-nous pourquoi c'est un signal si fort. Mais pour faire simple, les stablecoins, c'est le cash du monde crypto. C'est l'argent disponible pour acheter. Si cette réserve de cash diminue, ça veut dire qu'il y a moins de poudre sèche pour acheter quand le marché baisse. Moins de munitions pour les acheteurs, en somme? C'est exactement ça. C'est un signe que la confiance a été sérieusement ébranlée. Et pendant ce temps-là, le marché action, lui, a l'air que résister. Le S&P 500 finit le mois presque stable. Comment c'est possible avec tout ce chaos? Le marché est complètement tiraillé. D'un côté, il y a la peur. Les valorisations dans l'IA semblent folles et personne ne sait ce que la Fed va faire. Mais de l'autre, Les résultats des entreprises? exactement. Les résultats du troisième trimestre ont été très solides, des bénéfices en hausse de 9,1%. Du coup, le marché s'est accroché à ça. Et on a vu une rotation très nette. L'argent sortait de la tech pour aller vers des secteurs plus défensifs. La santé, par exemple, a pris plus de 9%. Et cette rotation, cette nervosité, ça nous amène directement à notre sujet principal, l'affaire MicroStrategy. Pour ceux qui connaissent mal, tu peux nous rappeler le modèle de Michael Saylor? Bien sûr, le modèle de Saylor, c'était une mécanique de génie, presque un cercle magique. Un cercle magique. Oui,
L'idée était simple. 1. Acheter massivement du Bitcoin. 2. Le cours de l'action MicroStrategy, MSTR, monte et souvent plus vite que le Bitcoin, ce qui crée une prime. 3. Profiter de cette prime pour émettre de nouvelles actions, donc lever de l'argent frais. Utiliser cet argent pour acheter encore plus de Bitcoin. Et la boucle est bouclée. Voilà, une spirale vertueuse auto-alimentée. Le problème, c'est que si un grain de sable enraye la machine, tout s'effondre. Et ce grain de sable, c'est arrivé le 10 octobre. L'histoire officielle, c'est l'annonce de Trump sur les taxes sur les terres rares chinoises. Ça, c'était la diversion parfaite. La véritable histoire a commencé 6 heures avant. À 9 heures du matin, heure de New York, MSCI. Le grand fournisseur d'indices boursiers. Lui-même, il publie un document au titre incroyablement technique et ennuyeux. Personne dans le grand public ne lit ça. Mais les professionnels, si. Exactement. Et dans ce document, il y a une bombe. MSCI propose de potentiellement exclure de ces indices les entreprises qui détiennent plus de 50% de leurs actifs en crypto. Et qui est cité en exemple ? MicroStrategy. MicroStrategy avec 77% de ses actifs en Bitcoin. Pour une banque qui lit ça à 9 heures du matin, le message est limpide. MicroStrategy va se faire éjecter des grands indices. Donc, pendant que le grand public allait paniquer à cause de Trump, les pros utilisaient cette panique comme un écran de fumée pour vendre. C'est l'asymétrie d'information à l'état pur. L'annonce de Trump a été le camouflage idéal pour liquider leur position sur MSTR sans que ça se voie. La preuve, c'est que l'action a chuté bien plus que le Bitcoin lui-même. Et il y a un indicateur qui le prouve de manière irréfutable, c'est ce fameux ratio MNAV. Explique-nous ça simplement. Ok. Imagine que MicroStrategy est une boîte qui contient 100 € de Bitcoin. Le ratio MNAV, c'est le prix que le marché paye pour cette boîte. Au plus haut de la hype, les gens payaient 180 € pour la boîte qui n'en contenait que 100. C'était la fameuse prime de Saylor. Voilà, après le document de MSI, le prix de la boîte est tombé à 100 €. La magie avait disparu, le cercle était brisé. Et JP Morgan là-dedans. Ils ont publié une note d'alerte, mais 41 jours après. C'est pour le moins suspect, oui. Ils ont sonné l'alarme une fois que la maison avait déjà brûlé. Ça pose de vraies questions. Quoi qu'il en soit, le modèle de MicroStrategy est mort. Mais paradoxalement, c'est un signe de maturité pour le Bitcoin. Cette histoire illustre parfaitement la divergence. Et cette divergence, on la retrouve de manière spectaculaire dans les déclarations 13F des grands gérants de fonds. Le consensus sur l'IA a volé en éclats. C'est un signal extrêmement fort. Quand les plus grands cerveaux de la finance font des paris totalement opposés sur les mêmes actions, ça veut dire qu'on est à un point d'inflexion. Il n'y a plus de chemin facile. Il sort du leader de l'IA pour se ruer sur Netflix ou Verizon, un virage à 180 degrés. C'est une rotation défensive de fin de cycle. Il passe de l'IA à tout prix à le cash flow est roi. C'est un message très clair, la fête est finie sur la pure croissance. Et à l'opposé total, on a une légende, Warren Buffett. Pour la première fois, il achète du Alphabet, la maison mère de Google, pour 4,3 milliards de dollars. C'est un signal énorme. Quand le plus grand investisseur valeur de l'histoire achète Google, il nous dit que la panique sur la concurrence de l'IA est allée trop loin, qu'il y a une opportunité. Et puis il y a l'éternel pessimiste, Michael Burry, du film The Big Short. Lui, il fait le pari inverse de Buffett. Il parie sur l'effondrement de Nvidia et Palantir. Mais Burry, il a aussi annoncé plusieurs crashs qui ne sont jamais arrivés. Est-ce qu'on peut vraiment s'y fier ? C'est la question, mais ce qui est notable, c'est qu'il a arrêté d'accepter l'argent de nouveaux clients. Ça montre une conviction personnelle extrême. Et pour finir, il y a David Tepper. Lui, il est plus subtil. Il vend Microsoft, mais il achète les fabricants de puces. AMD, Qualcomm, c'est la stratégie des pics et des pioches. C'est-à-dire, Pendant la ruée vers l'or, les vrais gagnants, c'étaient ceux qui vendaient les pelles et les pioches. Tepper fait pareil. Il parie sur les fournisseurs d'outils de l'IA plutôt que sur les gagnants finaux. C'est moins risqué. très malin. Et cette incertitude a été aggravée par le shutdown américain. 43 jours, 11 milliards de dollars de PIB perdus. Quel a été l'impact ? L'impact principal, c'est d'avoir rendu la Fed complètement aveugle. Plus de stats fiables sur l'emploi ou l'inflation pendant plus d'un mois. Impossible de prendre des décisions dans ces conditions. Pendant ce temps, en Europe, l'Allemagne annonce un budget de plus de 100 milliards d'euros pour son armée. C'est un réalignement géopolitique majeur. Face à l'incertitude américaine, l'Europe prend sa défense en main. Ça crée tout un nouveau secteur d'investissement. Et pour finir avec les événements un peu fous, ce plein de rémunération pour Elon Musk. 1000 milliards de dollars.
Oui, conditionné à une valorisation de Tesla à 8 500 milliards de dollars. 8 500 milliards C'est plus que le PIB du Japon et de l'Allemagne réunis. de la science-fiction. Ça a été jugé totalement irréaliste et ça a soulevé d'énormes questions de gouvernance chez Tesla. Passons aux autres actus. Le choc saoudien. Quel est le message? Le message, c'est que l'Arabie saoudite a mis un prix plancher sous le pétrole. Ils sont prêts à l'agir seuls et ça remet une pression inflationniste au pire moment. On a aussi eu la grâce présidentielle pour CZ de Binance, liée à un deal avec la famille Trump. La frontière entre politique et crypto devient très floue. Et la tension est montée d'un cran quand la Russie a annoncé reprendre les essais nucléaires. On a vu une réaction immédiate, ruée vers l'or. Donc pour synthétiser, le Bitcoin a chuté à cause de l'incertitude, le S&P 500 a rebondi parce que le marché parie sur une baisse des taux, et l'or a grimpé à cause de la géopolitique. Exactement. Et les banques centrales des pays émergents continuent d'en acheter pour se diversifier hors du dollar. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on doit surveiller? Premièrement, la guerre de l'IA n'est pas finie, le leadership de Nvidia est fragilisé. Deuxièmement, le marché du travail américain, surtout chez les petites entreprises, c'est en train de se détériorer et c'est souvent un signal avant-coureur de récession. Et pour la crypto? Les sorties massives des ETF montrent que la conviction des institutions n'est pas inconditionnelle. Ils partent aussi vite qu'ils sont arrivés. Mais le moteur principal du marché pour les semaines à venir, ça reste la Fed. La réunion des 9 et 10 décembre et la publication des données en retard, ça va secouer. Ça va beaucoup secouer. Un mot sur la communauté, toujours très active. Ah oui, absolument. Il faut mentionner The Golden Grid de @Ousems, une stratégie sur l'or qui donne des résultats impressionnants, ou AnyCloud de @Tunisian, un outil pour protéger les comptes chez les props firms, un sujet brûlant. Et merci à Asia Jmel 87 pour l'analyseur de flux institutionnel. On a aussi eu un aperçu de la version 4.0 de l'outil MPA et le grand débat du dossier AnyDetect, les vagues d'Elliott, art ou science. Le débat est passionné. Terminons sur la tech et cette prise de conscience dans l'IA. La hype retombe, on dirait. Et les investisseurs regardent maintenant qui possède l'infrastructure. C'est un retour au réel. L'introduction en bourse d'ARM, le concepteur de puces, a été un électrochoc. Le pouvoir est entre les mains de ceux qui fabriquent les semi-conducteurs. D'un autre côté, OpenAI qui vise 1000 milliards de dollars en bourse. Quel est le juste prix de la domination logicielle? Et la guerre est totale. Google avec Gemini pour concurrencer OpenAI et Gemma pour tuer Llama de Meta. On voit même les Émirats arabes unis avec leur modèle Falcon qui défie la suprématie américaine. La bataille pour l'IA est loin d'être terminée. Elle sera technologique, mais aussi géopolitique. Les cartes sont complètement redistribuées, ce qui nous ramène à notre thème de départ, la grande divergence. Personne ne sait qui seront les gagnants. Merci beaucoup pour cette analyse passionnante. Pour télécharger gratuitement ce numéro et les précédents du magazine, rendez-vous sur aswa9mag.com. Le magazine est disponible en 3 langues, anglais, français et arabe, et il sort tous les mois. Une discussion mensuelle comme celle-ci est aussi publiée sur notre chaîne YouTube. Et si la finance vous passionne, suivez notre chaîne TikTok, ENITADRDUB. Et enfin, pour celles et ceux qui recherchent une communauté de traders professionnels, pour échanger des idées et apprendre le trading avec une approche scientifique, basée sur les données et non sur les rêves, vous pouvez visiter notre site anytrader.com pour en savoir plus sur nous et comment rejoindre notre communauté.